plus maintenant que de la filière course et a abandonné les sports équestres. C'est quand même un coup dur. Les journaux locaux et les pages sport ont quelques articles qui réduisent au maximum en termes de lignage. Quelles sont les pistes que vous pouvez nous proposer pour aider à la médiatisation de notre sport? Donc merci pour votre question. Donc les bonnes pistes, c'est déjà vous qui les avez trouvées parce que vous avez ramené des médailles d'or des Jeux Olympiques de Rio. Et vous avez fait la première page de l'équipe, la première page de tous les journaux, tous les quotidiens, jusqu'aux news du 20h, je crois. Mais voilà, il faut pas lâcher. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas voulu se disperser justement parce que si vous me posez la question, 3 étapes, 3 continents, et quoi après? Ben non, justement, on va se concentrer sur 3 étapes, 3 continents, parce qu'on a créé cette série. Mais notre objectif premier aujourd'hui, c'est que ce sport existe sur les grandes chaînes nationales, sur les grands quotidiens, et soit repris par les grands médias. Il y a encore énormément de travail. Je suis désolé pour Equidia, je suis un premier fan et je vais tout installer à la maison en Belgique, ce qui n'était pas facile, mais je suis un grand fan de Equidia et heureusement, grâce à eux, on a pu vivre des années extraordinaires et bien entendu, ça va nous manquer. Mais bon, voilà, il faut se remettre en question. Il y a une transformation aujourd'hui. Nos amis des ventes de Deauville nous l'ont bien expliqué, comment on passe des ventes matérielles à des ventes digitales. Nous, on investit au moment, on se remet en question, on se pose beaucoup de questions, on fait rentrer des compétences et des savoir-faire. Alors maintenant, effectivement, en France, 3e sport olympique, 2 400 000 cavaliers, j'ai vu 15 millions de personnes sur le digital qui aimeraient ou qui montent à cheval. C'est des chiffres extraordinaires. Mais comment nous allons faire pour toucher cette communauté? Comment nous allons faire pour parler de notre sport sur ces chaînes nationales et ces grands quotidiens? Oui, c'est un challenge, c'est le nôtre, c'est une priorité. On va faire rentrer des compétences, on fait rentrer des compétences, on se remet en question et on ne lâche rien. Pourquoi on ne lâche rien? Parce qu'on est persuadé que ça va fonctionner. Vous savez, quand on est à Hong Kong, première chaîne nationale, 2e chaîne nationale, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toutes les épreuves sont reprises en direct. Toutes les épreuves sont reprises en direct et ils reprennent même l'événement de Paris et de New York. Donc, si ça fonctionne en Asie, un pays en Hong Kong, pardon, en Asie, un pays où on ne peut même pas imaginer qu'un jour ça va être possible, en tout cas, quel projet ambitieux. Ça fonctionnera, et ça fonctionne aussi déjà aux États-Unis, ça va fonctionner en France, ça va fonctionner en Europe. C'est notre devoir, c'est notre mission, c'est aussi notre promesse, et on y travaille. D'autres questions dans la salle? Je vous invite à lever le bras, vous identifier. Ici, monsieur. Bonjour messieurs, Frédéric Viau, les reporters du net. J'aurais voulu poser une question au monsieur des courses là-bas. Monsieur Clayeux, Emmanuel. Voilà. Quels sont les entraîneurs qui ont joué le jeu? Est-ce que Alex Pantal ou Étienne Lenders ont joué le jeu? En l'occurrence, Alex Pantal qui n'entraîne que des chevaux de plat, non, puisque c'était le point-to-point sont surtout des épreuves d'obstacles, même si nous avions organisé 2 ce qu'on appelle bumpers, des épreuves de plat sur la distance. Quant à la famille Linders, ils auraient aimé jouer le jeu, mais il se trouve qu'ils n'avaient pas de chevaux ce jour-là qui rentraient dans les conditions de course, parce que du fait que cette journée avait valeur de test, les conditions de course avaient été un petit peu adaptées à l'événement. Et comme je vous disais tout à l'heure, il fallait avoir un cheval à soi ou en partie pour participer à cet événement. Et ils avaient prévu d'engager un cheval qu'ils n'ont pas engagé au dernier moment, qui a eu des soucis. Mais parmi les entraîneurs de l'Ouest, j'ai eu Pascal Journiac, Guy Degnaud, qui ont joué le jeu, par exemple. Allez, on doit avancer. Et je tiens quand même à remercier, je crois, Cécile Madamé qui intervient après moi. L'événement a eu... C'était ma transition. Bon, ben voilà. Si l'événement a eu autant de succès, c'est essentiellement grâce aux courses de poney, parce que nous avons découvert des courses de poney sur l'obstacle qui n'existent pas dans notre région. Et je pense que ça a marqué les esprits. Absolument. Merci beaucoup Emmanuel Clayeux. Merci beaucoup également à Christophe Hameux d'avoir été avec nous sur cette scène des assises de la filière équine. Pour témoigner, échanger et nous transmettre leur savoir et leurs ambitions. Merci beaucoup. En effet, c'est l'heure de la récréation.
pas pour vous, mais pour nous, pour parler des jeunes qui sont en effet en piste. Ils étaient en piste du côté de Vomas. Merci François, également, puisque c'est Christelle Iraola qui va me rejoindre. Sur scène, nous trouvons à présent Cécile Madamet, bonjour, et Nicolas Lefebvre, bonjour à vous deux, car on va parler en effet récréation, c'est l'heure, avec les jeunes et les poneys. Alors justement, effectivement, il y a été question de passerelle, on parle des sports équestres, on parle des courses, et vous faites la passerelle. Donc depuis cette année, la Fédération française a reconnu les courses de poney au galop comme la 34e discipline fédérale, et vous êtes la présidente de cette commission fédérale. Donc vous êtes issue au départ des sports équestres, et puis une licence de cavalière, mari entraîneur, et voilà, le pas est fait. Alors les courses de poney, c'est pas nouveau, c'est leur accessibilité qui est nouvelle, je crois. Vous nous expliquez comment ça se passe ? Alors, oui, en effet, les courses de poney existent depuis un certain nombre d'années dans l'ouest de la France, et puis de manière anecdotique un petit peu dans le centre, ou même un petit peu dans le sud-ouest. Mais avec le protocole d'accord qui a été signé entre France Gallo et la FFE en début d'année, on a essayé d'encadrer et de développer cette discipline à l'adresse des centres équestres à travers toute la France. C'est une discipline qui se pratique le plus souvent sur les hippodromes. Et les courses de galop à poney sont une alternative originale pour les enfants à la recherche d'action. C'est d'ailleurs Serge Lecomte, quand on lui a montré la première fois des vidéos de courses de poney, il a dit mais c'est formidable, moi tous les garçons qui quittent les centres équestres à l'âge de 10 ans, c'est une discipline pour eux. Voilà. Alors on a quelques images, on va peut-être les lancer, puis oui. vous pouvez continuer à parler dessus pour faire découvrir ces courses de poney. Et cette discipline, elle est très complète. Elle leur permet de découvrir une autre manière de monter, de trouver leur équilibre, de tenir leur rêne, de gérer la vitesse. Et les bénéfices sur la forme physique et le bien-être des enfants sont multiples. Puis le fun aussi, parce oui, que oui. il y a beaucoup d'amusement. Ça doit être au centre de tout d'ailleurs, a priori, dans ces courses. Oui. Il faut que les enfants doivent s'amuser, c'est la première chose. Alors on voit, c'est sans entraînement de Senones. Là, c'est à Senones avec des grands poneys. Mais voilà, des grands poneys qui s'entraînent. Voilà. Mais ce sont bien des poneys. Voilà. Et on a 5 catégories différentes de poneys. Ça, ce sont les petits poneys d'1,25 m que l'on voit. Ça, ce sont des courses plates. Donc on a des poneys en fait, et maintenant on s'est rapproché des catégories de la Fédération française d'équitation, les poneys A, B, C et D. Voilà. Et c'est vrai que ces courses de poneys dans l'Ouest, c'est aussi l'occasion de grandes fêtes, de grandes kermesses. Il y a des réunions de courses entières de courses de poneys où il y a 8 courses dans la journée. Mais c'était davantage réservé aux enfants de professionnels, je crois. Jusque-là, ça a été quand même un peu entre soi. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est d'aller vers les centres équestres et d'en faire une discipline où tout un chacun pourrait participer. Vous avez combien de centres équestres aujourd'hui ou de poney club qui adhèrent, justement, qui sont prêts? Pardon, Christelle, j'entends la salle réagir, car il y a aussi quelques images de trop. Même si on parle aujourd'hui surtout des courses de poney de galop, mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, avec les trotteurs, il y a ce genre de choses qui se passent. Et là, vous connaissez bien, je crois. Voilà, il y a aussi des images de trotteurs. Voilà. Je vous laisse poursuivre, pardon. Alors, on a débuté ce travail avec la Fédération française d'équitation au début de l'année. On a mis en place plus d'une dizaine de stages dans les centres équestres et à proximité de centres d'entraînement ou d'hippodromes. On a 110 cavaliers différents licenciés FFE qui ont pu participer à au moins une course de poney dans l'année, et 34 jours de course, 34 courses à l'occasion de journées premium, 4 journées de course un petit peu spéciales comme la journée à Vomas à l'occasion du point-to-point, ou des réunions entières à but caritatif. Voilà, on a couru sur 28 hippodromes différents, 62 courses plates, 5 courses de haies et 5 crosses. Et les crosses, c'est une spécificité très française, et
D'ailleurs, les Anglais qui étaient à Vomas étaient un petit peu jaloux parce que chez eux, ils n'ont pas le droit de courir en cross, voilà, avec les poneys. On aime bien être jaloux entre Anglais et Français souvent. C'est une petite victoire. Un mot sur l'histoire, parce que Oui. là on voit justement des pilotes de très grand renom qui sont passés par les courses de poney. Exactement. La plupart des grands jockeys actuels sont passés par les courses de poney. Les courses de poney, c'est vraiment un vecteur de vocation. C'est vraiment un très bon moyen de former des jeunes, de les motiver. Voilà. Non, ces courses de poney, ça. Il y avait plusieurs choses qui m'ont motivé pour créer cette association et puis essayer de développer les courses de poney. C'est aider les courses à trouver de nouvelles vocations. C'est ramener un peu les familles aux courses. Et puis voilà. Et c'est aller chercher dans les clubs tous ces enfants qui. Alors quel est l'accueil justement à la fois dans les centres équestres et à la fois du côté des courses, parce qu'effectivement c'est des milieux qui sont frères ennemis parfois. Oui, c'est vrai. Alors, les courses sont vraiment demandeurs. Et tous les hippodromes seraient prêts à organiser des courses de poney. Le directeur général de France Gallo, Olivier Deslois, est vraiment fan. Les centres équestres, ils sont un petit peu plus timides. Ceux qui ont la double casquette, qui ont une petite sensibilité course, trouvent ça formidable. Ceux qui ont fait du concours complet aussi. Mais beaucoup de clubs sont un petit peu inquiets. Ils ont peur que leur poney ne s'adapte pas à la discipline ou que ça les déstabilise un petit peu. Donc il faut expliquer, Donc il va falloir former, Voilà. va falloir former la cavalerie, les moniteurs, et effectivement développer une discipline. Exactement. Et la FASEC d'ailleurs est un partenaire. Avec la FASEC, on va développer des formations pour les enseignants. Des formations courses, voilà, et comme ça les enseignants pourront après former leurs élèves. Alors comme tout à chacun a pu le voir sur le programme, vous étiez prévu seul, mais vous êtes venu accompagné. Donc on va donner la parole à monsieur Lefebvre ou Lefebvre, j'ai pas bien retenu. Alors Nicolas Lefebvre, moi je suis parent d'enfants qui ont tous pratiqué les courses de poney, dont 2 en ont fait leur métier puisqu'ils sont jockeys professionnels. Et donc je me joins à Cécile en tant que secrétaire général de l'association. Et pour confirmer ce que Cécile Malamette vient de vous énoncer, à savoir qu'effectivement nous pensons les uns et les autres que nous avons une pépinière de jeunes cavaliers et cavalières qui vont permettre au monde des courses de recruter. Tous ne seront pas jockeys bien évidemment, mais vous aurez parmi tous ces jeunes des cavaliers d'entraînement, peut-être des entraîneurs, des gens qui travailleront dans les DARA, y compris des gens qui auront une autre orientation professionnelle, mais qui en feront un sport en tant qu'amateur, gentleman rider ou cavalière. Connaissance plus transversale de la filière également, ce qui est Voilà, intéressant tout aussi à fait. aujourd'hui. Parce que tous ces enfants qui pratiquent ces courses de poney, ce n'est pas Cécile qui me dira le contraire, ils sont tous extrêmement motivés. Et l'ambiance entre eux d'ailleurs est plutôt très chaleureuse. Et on voit vraiment une camaraderie, je dirais, entre les enfants qui ont donc pour la majorité entre 8 et 12, 13 ans, même s'ils peuvent commencer dès l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans, avant de passer à l'étape supérieure, donc dans le monde des grands. Voilà, donc c'est vraiment un vivier d'acteurs. Alors j'y reviens parce qu'on a appelé tout de même ce chapitre et ce passage récréation. J'ai l'impression que vous auriez plutôt préféré créateur de pépinière, créateur de champions. Est-ce que c'est le seul but ou est-ce que, j'y reviens, c'est aussi quand même du fun? Parce que moi quand je vois les images qu'on avait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui sont surtout là pour s'amuser. S'ils en font leur métier, pourquoi pas, mais créateur de champions, oui, pour une toute petite partie, mais aussi donner à ces jeunes qui sont passionnés de cheval à la base une activité saine tout simplement. Au jour d'aujourd'hui où la technologie parfois nous rattrape un peu, même si on en a besoin même dans nos activités. Parler des garçons, parce qu'au Poney Club, il y a des filles qui jouent pas à la tablette. Mais c'est une activité très saine. Les gamins ont un vrai but. Les courses ont essentiellement lieu, bien évidemment, le week-end,
Donc ça les motive toute la semaine pour se dire dimanche ou samedi, je vais ou nous allons monter à tel endroit. Et oui, c'est de la compétition, on est bien d'accord. C'est compétitif. Hein. Question de la salle après, Christelle, si tu veux bien. Question de la salle. Et une petite question au passage tout de même. Si je voulais quand même préciser que dimanche dernier, nous avons donc organisé à Chantilly, sur l'hippodrome des Princes de Condé, la première finale nationale où il y a eu au cours de la réunion hippique nationale, donc 3 courses qui ont été organisées dans différentes catégories de taille, comme l'expliquait tout à l'heure Cécile Madamet. Voilà, et avec une très très bonne organisation, soutien donc évidemment de France Gallo, la FFE, la FASEC qui nous a reçus sur 2 jours avec visite avec les enfants de tout le centre d'entraînement, enfin les explications. Donc ils avaient tous les yeux qui pétillaient, bien sûr. En tout cas, c'est une fenêtre ouverte sur le rajeunissement de la fréquentation des hippodromes. Qui fait partie des ambitions. Enjeux. Voilà, exactement, et des ambitions. Avez-vous des questions, peut-être pour savoir où auront lieu les prochaines courses de poney, tiens, ces prochains jours, on va où? Et on où a des courses se week-end renseigner pour savoir alors, où on autre peut chose, monter. il y a un site internet, poneyaugalop.com. Voilà, on aura les dates. Comme Voilà, ça. vous aurez les dates et toutes les informations, le règlement qui est également sur le site de la FFE. Voilà. Et les prochaines courses, c'est alors peut-être un cross à mêlée du Maine, mais les poneys et les cavaliers commencent à être un petit peu fatigués en fin de saison. Et sinon, Nantes, Maison Lafitte et Le Mans. Voilà. D'accord. Pour clôturer la saison. Des questions dans la salle? Avant de passer au prochain thème, je vous ai pas mal entendu réfléchir, réagir tout à l'heure aux images sur les courses. C'est vrai que c'est toujours très sympa. Bien, merci beaucoup de votre témoignage et de parler de ces jeunes qui s'amusent et qui, pourquoi pas, se créent des vocations pour l'avenir. Merci à vous, Madame Adamet. Merci. Merci, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur Lefebvre, également d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christelle reste avec moi, on va parler maintenant de créateurs de produits, mais avant cela, très rapidement, on a quelques secondes pour vous donner rendez-vous avec le mondial du Lion d'Angers. Ça commence demain et c'est l'occasion pour nous, ici ou jamais, de communiquer et de vous rappeler ce grand rendez-vous sur l'île Briand, bien sûr. Regardez. Voilà, c'est à partir de demain. Allez, on continue avec de nouveaux créateurs. Nous avons eu des créateurs d'événements, la récréation créateurs de produits désormais. Et j'invite Julie et Étienne Decailleux à me rejoindre sur scène en passant par ici, nous rejoindre sur scène d'ailleurs. Emmanuel Vacher également pour le groupe Paris Turf et Aude et Rodolphe Scherer qui vont nous rejoindre également sur scène. Merci à tous d'être présents aujourd'hui aux assises de la filière équine. Rodolphe, bonjour, bonjour. Et Emmanuel Vacher pour le groupe Paris Turf, créateur de produits. Alors, on Christelle, va avoir des à produits toi. extrêmement différents. Ah oui, pour le coup. Pour le coup, on va partir dans des environnements complètement différents. On va commencer avec Julie et Étienne Decailleux. Alors, vous êtes respectivement fils et filles d'éleveurs. Alors, les pur sang arabes, pour vous, Julie, vos parents élevaient des pur sang arabes, et des vaches laitières pour vous, Étienne, me semble-t-il. Et c'est votre passion du cheval et du cheval de trait en particulier qui vous a réunis, conduit à créer une ferme il y a 10 ans pour créer des produits éco-responsables, bio, innovants. Aujourd'hui, après 10 ans, vous avez 250 chevaux, créé 8 emplois. Racontez-nous un peu cette belle aventure. Mais voilà, je ne sais pas si vous maîtrisez un petit peu les images. Ah ben voilà, très bien. Oui, voilà, moi j'ai une passion pour les chevaux de trait depuis que je suis toute petite. À chaque fois qu'il y avait un poney un peu plus dodu que les autres qui arrivaient à la maison, j'en tombais amoureuse. Et un jour,
je suis vraiment tombée amoureuse des chevaux de trait. Donc j'ai décidé à l'âge de 30 ans de vouer ma vie aux chevaux de trait. Alors c'était un peu spécial, venant d'une jeune femme, tout le monde m'a rayonné, personne ne m'a cru. Mais j'ai gardé cette idée dans ma tête et ça m'a guidée à rencontrer Étienne et on a créé en effet Chevalet. Qui aujourd'hui on traite 120 juments laitières, donc de race de trait, puisqu'on est très motivés à participer à la sauvegarde des chevaux de trait à travers le métier qu'on leur Bien donne. sûr. On traite toute l'année, donc on a des poulinages qui vont de janvier à décembre et on est les seuls au monde à proposer en magasin bio et à l'export aussi du lait de jument frais pasteurisé. Donc on arrive à avoir 35 jours de conservation sur nos bouteilles, donc le tout en agriculture biologique. Alors moi au départ c'est vrai que j'élevais des traits du Nord, enfin l'équivalent trait du Nord, donc des Brabançons qui sont en fait c'est le même rameau de race. Pardon ? Vous êtes belge au départ, je crois. Oui, je suis belge, tout à fait. Et donc les chevaux qu'on a ramenés de Belgique au départ sont passés devant des commissions et sont devenus des traits du Nord. Et on s'est aperçu à cette occasion que le trait du Nord est vraiment une race en grand danger de disparition. Donc on est assez fiers d'avoir participé à travers nos poulinages. Aujourd'hui, on fait naître 25% des traits du nord de France sur la ferme. Et quand on est arrivé il y a 10 ans en Basse-Normandie, on a évidemment constitué un troupeau de percherons. Et Étienne s'est beaucoup impliqué dans la vie des percherons et il est juge dans les concours. Alors parlez-nous un petit peu du développement de cette entreprise, parce que vous avez 10 ans de recul aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une démarche qui n'a pas dû être simple à mener. En fait, réellement, on a 14 ans de recul, mais au départ, on a passé quelques années à chercher sous quelle forme on allait vendre ces produits. Alors la plupart des gens qui font du lait de jument, ils font beaucoup de cosmétiques, et ils font du lait congelé ou en poudre. Alors nous, on est vraiment parti sur le lait frais. Donc ça, le poulain n'est pas un sous-produit puisqu'on s'en occupe pendant 8 mois, puisqu'il reste à côté de sa mère pendant qu'on la traite. Donc tant qu'à faire, autant faire des poulains qui sont aptes à partir travailler après, à partir dans les vignes, à être des étalons, à être des chevaux, des juments. Les pouliches restent chez nous, donc à devenir des bonnes juments. Et donc pour nous, l'évidence, c'est que comment sauver aujourd'hui les 9 races de chevaux de trait, c'est de les mettre au travail. Et on sait qu'aujourd'hui, dans une ville où il y a un ramassage de déchets, il y a 30% de déchets ramassés en plus, puisque les enfants et les parents trient pour le cheval. Et en fait, ça crée vraiment un lien social, ça crée un plaisir au travail, même pour les agents. Voilà, je l'explique là, ça crée vraiment quelque chose. Et moi, je trouve qu'avec le ministre qu'on a aujourd'hui, à savoir Monsieur Hulot, je l'invite vraiment à se poser la question de savoir si on veut sauver les chevaux, parce qu'on est amateur de chevaux et que moi j'estime qu'on doit tous beaucoup à ces chevaux qui nous ont tous nourris pendant des siècles. On a vraiment une dette morale et culturelle à leur égard. Si on veut les sauver immédiatement, avec une décision politique forte, écologiquement viable et socialement viable, eh bien, on met des chevaux dans les villes. Avec la force de conviction de Julie, Étienne, on comprend que vous êtes dit tiens, on va faire du lait de jument. Ça va aller. Voilà, ça paraissait naturel. Non, mais j'ai une mauvaise expérience avec les poneys étant gamin. Je peux vous remettre des images chez vous. Non, ça va aller. Donc j'ai attendu quelques années. Effectivement, Julie m'a aidé à me remettre en phase avec les chevaux. Et je dois dire que depuis ce matin, on parle des chevaux de sang dans tous les sens. Et effectivement, le cheval de trait, c'est vraiment autre chose. Et il a vraiment toute sa place, quoi. Et on y tient. Et c'est vrai que ce matin, on parlait encore d'une expérience sur la côte avec des chevaux pour le ramassage, pour le nettoyage des plages. Les chevaux ont vraiment leur place dans notre société, encore plus aujourd'hui qu'hier. Mais il faut se donner quelques moyens. Mais on l'a vu sur certaines villes, notamment Trouville qui était un des pionniers. Ça marchait et ça faisait du lien, ça faisait de l'économique, ça faisait de l'environnement. Enfin, ça répondait à toutes les questions.
il n'y avait plus qu'à faire, quoi. Bon, malheureusement, politiquement, c'est pas toujours en phase. Mais est-ce qu'être engagé, c'est aussi un credo? Est-ce que vos clients sont forcément... Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont forcément des gens qui se disent qu'il y a une démarche également avec vos produits? Qui achètent vos produits? En majorité, les bébés allergiques aux autres laits, puisque le lait de jument est naturellement le lait le plus proche du lait humain. La jument n'étant pas ruminante, elle synthétise son alimentation de manière très proche au lait humain. Donc ça, c'est notre première clientèle. Donc c'est beaucoup de bébés. Et ensuite, on a des gens qui souffrent de psoriasis, par exemple, puisque le lait de jument est un excellent remède au psoriasis. Donc on a beaucoup de gens qui ont eux-mêmes un parcours de vie qui les a amenés à se poser des questions sur leur alimentation, sur la manière dont ils vivent. Donc on a une clientèle assez bienveillante et assez même reconnaissante par rapport à ce qu'on fait. Alors l'éthique d'entreprise, ça c'est notre choix de citoyen. Personne n'est obligé d'être sensible à ça. Nous, on en est très fiers, on le met toujours en avant. Pour moi, me lever le matin et me dire que grâce à moi, il y a 10 familles qui vivent, enfin à moi, à notre idée saugrenue en tout cas, il y a 10 familles qui vivent, il y a 250 chevaux de trait qui ont une vraie place économique. On est quand même les seuls aujourd'hui, je pense, en France, à vivre vraiment du cheval de trait, qui est autre qu'un cheval de viande. Et à faire vivre vos employés par la même occasion. À faire vivre nos employés. Et voilà, on a lié, on aurait pu faire du croisé molletonné, mettre un peu de poney, pourquoi pas. Mais nous, on a vraiment tenu à Étienne, il est juge dans le Percheron aujourd'hui, on a vraiment tenu à valoriser la génétique dans le cheval de trait pour faire des bons poulains qui, après avoir été à côté de leur mère et nous a permis d'avoir du lait, il va continuer sa vie ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très, très important à nos yeux. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. On ne peut pas les obliger d'apprécier ça. Merci pour ce témoignage. Merci pour votre énergie aussi et votre volonté de transmettre. Un mot, Étienne. Simplement pour ajouter, notre volonté, c'est vraiment de fédérer plusieurs producteurs parce que le lait de jument a vraiment un avenir, a vraiment une place. Il faut quand même savoir que c'est le lait ancestral. Hein. On a consommé du lait de jument bien avant de consommer d'autres laits et que dans certains pays, c'est toujours traditionnel. Chez nous, ça a été oublié pour plein de raisons, mais notamment après-guerre, les juments ont disparu des exploitations. Mais il n'y a vraiment aucune raison que ça ne revienne pas et il y a vraiment de la place pour créer une vraie filière. On est en train de travailler donc, notamment avec certaines universités pour valoriser ce que l'on sait depuis des siècles. On va essayer de le rendre scientifiquement lisible et à partir de là de créer vraiment une vraie filière parce qu'il y a vraiment la place. Et la question, ça sera effectivement donc de pouvoir valoriser cet élevage dans toutes ses continuités. Voilà, merci à vous. Créateur de produits et diversification encore dans un domaine là cette fois totalement différent avec Aude et Rodolphe Scherer. Un petit peu plus classique, on va partir du sport. Évidemment, la famille Scherer dans le concours complet, c'est un grand nom. Rodolphe a marché dans les traces de son père Yvan. On se souvient notamment de ce cross à Caen avec le bras levé au lendemain de son départ, Rodolphe. Un cavalier de l'équipe de France, médaillé, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe, 4e au JO de Sydney avec Bambi de Brière, si ma mémoire est bonne. Et également Aude, qui est cavalière internationale aussi, qui a... Pas au même niveau, certes, mais enseignante également, puisque Rodolphe est également enseignant, et avec un parcours par le tourisme pour Aude. Et aujourd'hui, vous avez allié vos compétences pour créer un cercle vertueux, pour que les valeurs du sport restent au cœur de votre structure, en l'alimentant par des services annexes et contigus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez conçu votre projet, qui est en plein développement, avec même des perspectives 2024, me semble-t-il? Oui, tout à fait. Alors moi, je pense que la diversité, c'était déjà un peu dans mes gènes par le fait de faire du concours complet. Déjà parce que c'est une discipline où il y en a 3. Donc déjà, ça crée une ouverture au départ. Enfin, c'est quelque chose qui nous est propre déjà. Et qu'ensuite, au départ, ça a été une approche... Alors c'est bien parce que j'ai l'impression d'être une synthèse de tout ce qu'on entend ici. Mais c'est vrai que la diversification, en plus, pour nous, c'était vital. En concours complet, même à très haut niveau, même au niveau olympique, on n'en vit pas. C'est-à-dire qu'on ne vit pas des gains. Donc on a 2 choix. Soit on a la chance de effectivement trouver un vrai sponsor qui arrive à entretenir votre écurie de concours. Mais faut-il avoir quelque chose à lui vendre qui tient la route ?
Ou ensuite, il y en a beaucoup qui font du commerce, beaucoup qui font de l'enseignement. Moi, le commerce, j'avais pas la fibre du commerce, et en plus, je pense que le cheval qu'on peut vendre le mieux, c'est son bon cheval. Donc, pour moi, c'était difficile à être compatible avec le haut niveau. Et puis voilà. Et puis après un séjour en Angleterre pendant 7 ans où vraiment je me suis consacré qu'à la compétition. Après, nous, par rapport aux autres sports, on a une carrière qui dure une vie. Donc on ne peut pas se dire, tiens, je vais faire du haut niveau jusqu'à 30 ans et après avoir une autre vie. Moi, c'est la vie que j'aime, donc j'ai décidé de l'avoir jusqu'au bout. Donc comment on peut vivre de la compétition et faire autre chose? Et là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer Aude, qui était dans le cheval aussi, branché compétition. Mais voilà, donc l'idée, c'est de partir d'une écurie de haut niveau et d'un centre équestre, on va dire classique. En plus, pour un cavalier de haut niveau, ça permet de garder les pieds sur terre quand on rentre de concours. Ça, je trouve ça pas mal. Et ensuite, on s'est retrouvé sur un site communauté de communes. Donc, un site alloué aux activités équestres. Donc, à partir de là, sur le site, il y a le centre équestre, mon écurie de concours, des gîtes et de l'organisation d'événementiels. Donc, on s'est lancé dans tout ça. On a développé le centre équestre, développé l'événementiel, l'écurie de haut niveau. Du coup, forcément, quand on a tout ça, on met en place de la formation professionnelle parce qu'effectivement, on a toute une partie de la filière. Et puis, on s'aperçoit très vite que tout est interactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires de mon cheval de haut niveau, qui est sur la liste pour les prochains championnats du monde, les propriétaires sont des gens qui sont venus monter au centre équestre, que je n'aurais jamais rencontré en ne faisant que de la compétition. Mon chef d'écurie qui gère mes chevaux de concours, c'est un gamin qui a débuté au Poney Club. Voilà, et on a vraiment diversifié là, et puis tout m'inspire. C'est-à-dire que l'Union d'Angers m'a inspiré. Je l'ai monté, moi, en tant que cavalier, ça m'a inspiré, mais aujourd'hui, ça m'inspire parce que quand j'organise un National 2 de saut d'obstacle, et qu'à l'inverse, à côté, on a organisé une kermesse sur le site lié à la collectivité, je me suis dit, je vais faire les deux le même week-end. Ça va ressembler au Lion d'Angers, un super village, plein de monde, et on fait côtoyer deux mondes. La compétition, des gens qui sont venus au départ pas forcément pour les chevaux, et on attire les uns vers les autres. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on a... C'est une logique à l'anglaise, ça aussi. Peut-être, oui, c'est peut-être les séjours que j'ai passés là-bas. Et puis après, tout s'entrecoupe et tout va très vite. Après, le problème, c'est d'avoir les personnes pour vous seconder, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà, là, comme j'entendais tout à l'heure parler, je pense que la filière française, on a une chance exceptionnelle, c'est sa diversité, avec un point commun qu'est le cheval. Mais là, aujourd'hui, se rajoute aussi dans notre diversification à l'accueil... L'accueil événementiel, oui, et l'accueil d'équipes étrangères. Voilà, d'équipes étrangères. Moi, j'ai eu l'équipe d'Afrique du Sud qui s'est basée chez moi avant les Jeux mondiaux. Et là, moi, à titre personnel, je m'occupe maintenant de l'équipe nationale indienne en concours complet pour les Jeux asiatiques. Mais évidemment, aujourd'hui, je suis super crédible quand je vais en Inde. D'abord parce que le cheval a repris sa place en Asie grâce à des gros concours, comme on a entendu parler tout à l'heure. Ça remet le cheval au centre de l'Asie et puis ça les rapproche du sport. Et forcément, aujourd'hui, quand on est français, qu'on va en Inde et qu'on est le pays champion olympique et qu'en plus, on est le pays organisateur des prochains Jeux, sincèrement, c'est beaucoup plus facile. Alors c'est plus facile, Aude, aussi pour attirer de la clientèle, parce que vous avez aussi créé un gîte et un centre, un espace pour accueillir de l'événementiel. Oui, alors le gîte, il était présent quand on s'est installé au Haras-des-Prennes. Et c'est vrai que ça fait partie des atouts aussi pour le centre équestre par rapport au tourisme, puisqu'on est capable d'accueillir des personnes qui viennent de la région parisienne l'été, qui viennent avec leur cheval et qui logent sur place et qui, le soir, vont donner une carotte en pantoufle à leur cheval. C'est... Pour les gens qui vivent qui ont l'habitude de vivre en ruralité dans un centre équestre, ça paraît anodin, mais pour des personnes comme ça, c'est une expérience inoubliable. Et aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage de la manière dont se répartissent vos activités entre le haut niveau, le centre équestre, les activités? Alors c'est vrai que le centre équestre alimente, il y a beaucoup d'alimentation avec le centre équestre, avec l'écurie de haut niveau par le centre équestre. Je dirais qu'aujourd'hui, dans notre fonctionnement, il est indispensable pour alimenter l'écurie de haut niveau, économiquement parlant aussi. L'aspect haut niveau est important aussi pour mes élèves, mes petits cavaliers qui sont dans le manège et qui voient passer Rodolphe avec son cheval de tête. Il les regarde toujours avec des grands yeux. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est atypique et qui fait que le centre équestre a une connotation un petit peu différente. Ensuite, les gîtes, les gîtes, ça permet d'avoir une offre plus globale. Le fait d'être situé aussi au bord de la mer, ça c'est un atout non négligeable aussi pour la diversification de nos activités. Alors on a vu un slide avec les projets, centre d'entraînement donc pour les équipes nationales. Hein, vous disiez, donc vous accueillez
des équipes venant se préparer. Oui, tout à fait, parce que l'Asie, maintenant, pour le haut niveau, les équipes qui sont en train d'arriver actuellement, ils n'ont pas le choix que de venir en Europe, parce qu'ils n'ont pas les standards d'épreuves qui les qualifient pour les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Ils n'ont pas d'épreuves de niveau 3 étoiles ou 4 étoiles, enfin, en tout cas, en concours complet chez eux, donc ils n'ont pas le choix de venir en Europe. Après aussi pour des problèmes de quarantaine, etc. Donc l'idée, moi, c'est effectivement d'être la base arrière en Europe, entre autres là pour l'Inde parce que c'est avec eux que je travaille. Mais là aussi, au départ, effectivement, ce qui m'a fait les toucher, c'est mon statut de haut niveau. Au départ, c'est l'entraîneur Rodolphe Scherer qui sont venus chercher. Mais moi, derrière ça, le fait de pouvoir les baser en Europe, le fait d'avoir un centre équestre, faire de l'événementiel et tout ça, a été un atout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Indien qui va venir se baser chez moi, pour eux, c'est une énorme démarche. S'ils font ça, ils viennent soit sur des programmes d'1 an, 2 ans, 3 ans, ou voire 4 ans, ou 6 ans, si on vise les prochains Jeux. Donc forcément, ils peuvent être tentés de venir avec leur famille, etc. Donc là, moi, je peux tout leur proposer. C'est-à-dire qu'on a un centre équestre, donc c'est bon pour le centre équestre. Là, on va mettre en place un parrainage avec un centre équestre en Inde pour que des enfants d'Inde viennent chez nous et inversement. Enfin, c'est là où tout m'aide. J'ai beaucoup de collègues de haut niveau qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps à faire ça ?» alors qu'ils sont obsédés par la compétition. Mais moi, aujourd'hui, c'est un atout énorme, en fait. Parfait. On a fait le tour de ce projet, en effet, global autour de votre niveau de compétition, mais également autour donc de tout ce que vous avez su diversifier sur ce site. Merci à vous pour ce témoignage et nous avoir expliqué comment ça se passe. Diversification toujours avec Emmanuel Vacher, directeur marketing et digital du groupe Paris Turf, car quand on est un journal, le journal ne suffit pas, si j'ai bien tout compris. Bonjour, alors vous êtes arrivé chez Paris Turf pour accélérer la transformation digitale et le développement international du groupe il y a 4 ans. Vous veniez de chez Lagardère Média, je crois, après le marketing chez Orange. Et donc aujourd'hui, la presse vit une révolution. Et dans cette quête d'un nouveau modèle, vous avez ouvert de nouveaux horizons au cheval, en rachetant notamment Cheval Magazine et Cheval Pratique. Donc aujourd'hui, on n'est plus seulement sur un groupe qui s'adresse à l'hippique, mais qui s'ouvre à l'équestre et également aux nouvelles technologies, puisque vous avez développé d'autres projets que vous allez nous présenter. Oui, effectivement. Merci, bonjour à tous. Donc, je ne travaille pas en famille, j'aurais bien aimé, mais voilà. Je travaille au sein d'une entreprise qui compte environ 200 collaborateurs, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui existe depuis 70 ans et qui, pendant longtemps, a été portée par la progression des enjeux sur les courses. On a vu ce matin, à travers les chiffres de l'IFCE, que ça s'était déroulé jusqu'au tour des années 2012. Depuis, les choses changent et effectivement, nous essayons de changer aussi. Alors, nous changeons en nous transformant, à la fois parce que les attentes de nos clients changent. Tout le monde, pas tout le monde, mais 80% de la population a maintenant un smartphone. Les technologies ont changé, donc nous avons d'abord porté notre activité de médias sur Internet en réalisant des sites, des applications, des sites mobiles. Nous cumulons aujourd'hui environ un petit peu plus de 2 millions de visiteurs uniques tous les mois, donc nous avons fait ce pas, mais ce pas, il n'est pas forcément suffisant. Et compte tenu du contexte, de l'activité, à la fois de l'activité presse, alors c'est encore 75%, un peu moins d'ailleurs, 74% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui au total fait autour de 80 millions d'euros. Donc nous sommes définitivement, le groupe Paris Turf est une entreprise de la filière équine et probablement une des plus grosses. Et une filière, ça a besoin de locomotives, donc on entend jouer ce rôle de locomotive, même si c'est la première fois aujourd'hui qu'on est présent dans ces assises. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc nous élargissons nos métiers. On a évoqué effectivement un mouvement vers l'équitation avec l'acquisition des 2 titres leaders de la presse d'équitation, que sont Cheval Magazine et Cheval Pratique le mois dernier. Mais nous avançons aussi sur d'autres thématiques. Le sport un petit peu, mais aussi sur d'autres marchés. L'international notamment représente une part croissante de notre activité, autour de 15% aujourd'hui, et c'est pour nous aussi un terrain de développement. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus des services que nous lançons bientôt et qui sont présentés dès aujourd'hui là sur le stand qui se tient à Expo Gallo. On était à Deauville tout à l'heure. C'est un peu dommage, si on avait pu bouger la caméra, on aurait pu aller faire un tour sur notre stand. Mais peu importe, je suis là pour vous en parler. Donc,
Et je vais vous dire en quoi cette innovation, finalement, elle s'inclut assez logiquement dans notre logique d'entreprise. Je suis désolé, il y a des petites choses en anglais, mais peu importe. Notre métier d'origine, c'est de collecter des informations de deux natures, des faits ou des données. Elles peuvent être relevées aujourd'hui soit par des flux qu'on reçoit des sociétés de courses, des flux informatiques, soit par nos journalistes. Et on a tous les jours un journaliste, partout il y a une course sur un hippodrome. Ces données, donc, elles alimentent notre base de données qui comporte effectivement des résultats, des données d'élevage, de la généalogie, voilà, toutes sortes de données qui nous servent. Qui nous servent à quoi? D'abord à créer des value-added content, mais disons plutôt des contenus à valeur ajoutée. Ça peut être des infographies, c'est les statistiques que nous donnons tous les jours à nos lecteurs qui sont dans une très grande majorité des parieurs pour les aider à faire leur papier et à trouver le cheval ou les chevaux qui vont faire leur fortune. C'est aussi, après je suis dans le deuxième cercle, des produits, parce que tout ça, ça prend la forme, je l'ai évoqué, de sites internet, de journaux. Nous vendons tous les jours environ 100 000 encore journaux par jour, ce qui représente entre 600 et 700 000 lecteurs jour. Donc la presse hippique, c'est peu connu, représente plus de 20% de la totalité des ventes en kiosque tous les jours aujourd'hui, donc ça reste un élément important. Et au-delà de ces produits, ce à quoi nous attenons maintenant, c'est de faire des offres et d'aller un petit peu plus dans le domaine du service. Nous le faisons déjà, nous vendons des services à des parieurs professionnels qui exigent, pour nourrir leur algorithme, d'avoir des historiques importants sur des chevaux pour faire des modèles mathématiques. Et nous sommes en train d'essayer d'élargir cette logique d'offre, et les deux produits que je vais évoquer font partie de cette dynamique. Alors, nous lançons à compter d'aujourd'hui une troisième source de collecte de données que sont les capteurs, à côté de nos journalistes et des flux qui nous alimentent. Ces capteurs, c'est quelque chose qui est effectivement dans l'air du temps, mais il nous semble que c'est de nature à faire progresser ou alimenter le renouveau notamment des courses hippiques. Alors aujourd'hui, effectivement, notre première déclinaison produit, elle est très tournée sur l'univers des courses, mais on n'entend pas se cantonner à cet univers-là. On aura bientôt d'autres évolutions. On a lancé une gamme Exalt. Pourquoi l'a-t-on appelé Exalt? Parce que notre premier produit, qui est un produit de tracking de chevaux pendant la course, on s'est dit qu'il servait à exalter le spectacle des courses. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à cette gamme. Et effectivement, ce premier produit dit Exalt Racing, il a deux fonctions. Il aide à améliorer le spectacle, à le rendre plus visuel, plus moderne et plus perceptible par le grand public. On va en voir des images, ce sera mieux qu'une grande explication. Et il permet également de donner des données aux parieurs. Donc voilà quelques images de ce que peut donner une course qui pourrait être traquée à travers nos systèmes. Donc chaque cheval est muni d'un capteur qui a une précision centimétrique. Les données sont remontées en temps réel et à partir de là, on a un traitement dynamique qui permet en fait sur une surcouche d'habillage en sus des images des courses de rendre la course plus intelligible. On sait tous que de suivre une casaque, c'est pas facile. Il y a des hippodromes où on ne voit pas le bout de l'hippodrome sans jumelles. Cette couche-là rend le spectacle plus dynamique, plus moderne et plus facile à appréhender par des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est aussi effectivement, on l'a vu ce matin, un des enjeux importants des courses. Donc les images que vous avez vues sont extraits de tests qu'on a fait dans 2 pays étrangers, qui sont des tests en vraie grandeur externe, et donc le produit est dans une phase de pré-lancement. Notamment Hong Kong? Alors pas ces images-là, là c'était en Europe. D'accord. Mais effectivement, Fabien, j'ai oublié de le mentionner, sur les 260 000 courses qui se déroulent dans le monde, il y en a déjà un certain nombre qui bénéficient du système de tracking. Vous aurez tout à l'heure une présentation de nos collègues suédois qui présenteront le système qu'ils exploitent en Suède. Ça reste une part très minoritaire et ça reste des systèmes qui souvent technologiquement étaient conçus il y a 5-10 ans, qui ne bénéficient assez peu des nouvelles technologies, qui ne proposent jamais ce qu'on offre là,
c'est l'interaction dynamique avec les images de course. D'accord. Et donc, on comprend très bien décliner course et entraînement. Alors, entraînement, il s'agit de quelque chose d'assez différent, même si c'est la même gamme. C'est un autre capteur parce que là, on est parti du travail avec des entraîneurs. Alors là, on est sur le centre d'entraînement de Cabriès, pardon. Donc, les contraintes physiques sont un petit peu différentes. On n'a pas besoin d'une précision centimétrique. Par contre, on a besoin, on le voit là, de monitorer la fréquence cardiaque du cheval pour afficher une V200, comme ça existe dans beaucoup de sports. Savoir à quelle vitesse va son cheval quand son cœur bat à 200, c'est une donnée importante pour faire progresser cette vitesse au fur et à mesure des entraînements, pour en fait accompagner son cheval dans son programme d'entraînement et l'amener vers le meilleur niveau. Donc ces systèmes permettent aux entraîneurs qui aujourd'hui, basiquement, c'est quand même des choses très empiriques, se fondent sur leur impression, sur leurs yeux, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils sentent parfois. Certains nous ont dit mesurer la fréquence cardiaque en touchant le cheval après l'entraînement pour estimer sa vitesse de récupération. Tout ça est facilité. Alors on n'entend pas remplacer bien sûr l'entraîneur. On propose aux entraîneurs un outil au service de la personnalisation des programmes d'entraînement des chevaux. Un cheval de course, c'est quelque chose qui est fragile. Et donc, une des vocations de ce produit, c'est aussi d'éviter la blessure et de donner les indices à l'entraîneur qui lui permettent de voir quelque chose qui n'est pas normal. Et éventuellement, d'arrêter le cheval avant que la blessure ne se produise. C'est une avant-première qu'on voit tout ça. Exactement. Super. On l'a réservé aux assises du cheval. Merci. Merci. Donc tout le monde se diversifie, tout le monde crée des produits, alors très différents. Hein. Vous aurez, j'espère, apprécié la variété des produits proposés là, mais on part d'un principe et on part du cheval et on essaie de trouver des nouveaux produits, des nouvelles sources de profit ou en tout cas des nouvelles activités. Avez-vous des questions dans cette variété de produits, cette diversification diverse, étais-je tenté de dire? Je vous vois, Céline a une question, mais monsieur avait vous avez pris pas mal la parole, monsieur. Je viens vers vous si on n'a pas d'autres questions. Vous comprenez que l'important pour nous est aussi d'être le plus divers. Madame, si vous voulez bien, au 4e rang, puis on demandera aussi à Céline ce qu'elle voulait poser comme question. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Juste ici. Merci de vous présenter, on écoute votre question. Bonjour, merci Astrid Engelsen. Je suis une ancienne du master dont on parlait ce matin à MESB. Aujourd'hui assistante de parlementaire d'une députée de Vendée, Martine Aiguille-Ballois. Je voulais juste poser une petite question à Monsieur Vacher. Je trouve ça très intéressant. J'apprends que Cheval Magazine, Cheval Pratique font maintenant partie du groupe Paris Turf. Je trouve ça très intéressant, cette idée de faire des passerelles entre le monde hippique, le monde équestre. Surtout au niveau de la presse. Equidia avait aussi eu cette volonté en faisant Equidia Live et Equidia Live. Ça n'a pas forcément été la réussite qui était attendue. Donc je voulais simplement vous demander, vous de votre côté, quelle était un peu votre stratégie pour valoriser ces possibilités de passerelle entre le monde hippique et le monde équestre. Alors effectivement, on a fait ces acquisitions, probablement pas tant dans une logique de créer immédiatement des passerelles, même s'il y en a, notamment sur l'élevage, sur la relation avec certains annonceurs, mais en tout cas, ce n'est pas le leitmotiv de cette évolution. On a plutôt fait le constat que l'équitation était un monde dans lequel les médias étaient très atomisés. Il y a aujourd'hui sur la presse magazine Equestre, il y a une 50aine de titres. Aucune entreprise n'en possède plus d'un. C'est des équipes qui font souvent moins de 10 personnes. Et on s'est dit qu'à l'aune de l'évolution digitale et de tout ce qui se passait, il n'y avait pas un acteur qui était capable probablement de faire les investissements nécessaires pour trouver les produits qui feront la croissance de demain. Et notre point de départ, il est plutôt celui-là. Il est de se dire, on va créer un pôle équitation qu'on a volontairement, y compris sur le plan organisationnel, séparé un petit peu de nos activités courses pour l'instant. Et l'idée, c'est de faire émerger notamment sur les sujets du numérique des nouveaux concepts de produits qui seront de nature à faire vivre ces marques et à les relancer. Il y a assez peu aujourd'hui, quand on cherche un peu, il y a assez peu de sites internet ou de marques de cet univers qui ont réellement réussi à percer sur le numérique.
on pense que c'est un sujet sur lequel il y a un potentiel et qu'il faut probablement se donner un petit peu de moyens pour y réussir, et qu'aucun des acteurs en place ne l'avait fait. Donc ça, c'est effectivement cet aimant-là. Il y en a d'autres qui a guidé notre investissement là-dessus. Une autre question, un petit peu plus haut dans la salle, m'a-t-on soufflé, en toute franchise. C'est ici. Ah, dites donc, pourtant je vous vois bien, hein, ce que vous levez le bras comme ça. Merci monsieur, merci de vous présenter, on écoute votre question. Arnaud, animateur en syndicat agricole. C'est une question pour monsieur et madame Decailleux. Pourquoi avoir choisi la filière biologique? Et l'autre question, que représente le lait de jument en France? Combien, si vous avez des litrages ou des choses comme ça? Merci. Bien, en fait, la filière biologique, parce que ça paraissait une évidence, en tout cas ça correspond à nos convictions, sachant que ça ne pose pas de problématique particulière pour élever des chevaux. Donc voilà, on est rentré dans le cycle quand on s'est installé. Et puis aujourd'hui, le marché du lait de jument en France, ça représente schématiquement 100 000 litres. Donc c'est encore très anecdotique. C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais qu'on a bien espoir de fédérer, en tout cas de créer une filière à ce titre-là, parce que ça le mérite et le marché est tellement grand et il y a tellement d'attentes. On a en tout cas 1 à 2 témoignages par mois de mamans qui nous appellent en disant que sans notre lait, elle s'en sortait pas, et alors qu'en fait on n'est pas encore dans l'allégation lait infantile, et pourtant on a des retours vraiment importants, intéressants. Je crois aussi que le fait de pouvoir garantir aux consommateurs, qui sont beaucoup des gens fragiles et dont des bébés, le fait de pouvoir estampiller nos bouteilles AB, ça donne quand même une garantie, une allégation santé très, très recherchée par les consommateurs. Quand vous payez une bouteille de lait de 75 centilitres, à peu près 10 €, en effet, le fait que ce soit bio, pour ces gens-là, c'est normal. Ça fait vraiment partie de la garantie de qualité du produit. Il y avait un tweet qui passait à l'instant à l'attention d'Aude et de Rodolphe. C'est vrai que quand on connaît votre niveau de compétition, Rodolphe, il n'y avait pas d'étonnement, il n'y avait pas d'un point d'exclamation, mais il y avait quand même le fait qu'on le faisait remarquer. En effet, pour vivre du cheval, aujourd'hui, il faut se diversifier. C'est bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on imagine tous les cavaliers qui sont pas à votre niveau, et globalement, ils sont très nombreux. Oui, il faut ouvrir d'autres horizons. Oui, c'est sûr. Si on regarde vraiment, et tous se diversifient. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui font de niveau. À la fois ils en sont conscients, et à la fois ils aimeraient être que des pilotes de concours. Donc des fois, même quand ils ont des activités en dehors, je ne vais pas dire qu'ils les cachent, mais on aime bien mettre sur le devant notre statut de haut niveau et de faire que du haut niveau. Moi, je suis assez à l'aise avec ça, donc ça ne me pose pas de problème. Mais tous font du commerce, de l'enseignement, des stages, etc. Il y a même plein de gens qui ne le savent pas. Jean-Loup Bigot, qui est champion d'Europe, bosse à la ville de Saumur. Ce n'est pas simplement son sponsor. Il y travaille le matin et l'après-midi, il monte à cheval. Et lui-même vous dit, il en a besoin, parce que quand il débauche à midi, il a envie de monter à cheval. Donc voilà, et la diversification, en plus, c'est économique. On en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses que j'ai reconnues, dont on va parler. Un sponsor, aujourd'hui, quand vous lui vendez un cavalier de haut niveau, c'est bien. Il vient me voir au Lion d'Angers, par exemple. Si je tombe sur le 2, c'est pas facile. Là, aujourd'hui, un partenaire qui vient me voir, il y a le cavalier de haut niveau, il y a le centre équestre, donc s'il a éventuellement des employés ou des clients, il y a la possibilité de venir monter aux écuries, monter à cheval, voir le centre d'entraînement. Enfin, on peut vendre différents produits que simplement le cavalier de haut niveau. Avec le centre équestre, je mutualise aussi les achats. C'est-à-dire que moi, en tant que cavalier de concours dans son petit monde, je vais acheter un peu de foin. Avec le centre équestre, j'en achète 3 fois plus. Enfin, on mutualise les achats, fonctionnement. Même au sein de la filière, un marchand de sel, il vient me voir en haut dans la sellerie l'image du cavalier de haut niveau, mais par exemple pour quantifier le nombre de selles que je fais vendre, c'est compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un centre équestre, donc on fait vendre aussi des selles aux clients. Enfin, on peut plus palper. Là, aujourd'hui, avec l'entraînement avec l'Inde, vous imaginez bien qu'ils ont envie de venir dans mes valises, parce que forcément, c'est un marché énorme. L'image. Tout à fait, il y a l'image, mais on la concrétise. Et aujourd'hui, le haut niveau, c'est ça. Celui qui ne comprend pas qu'il faut se diversifier, à mon avis, fait une erreur énorme, à moins d'avoir soit des moyens personnels importants, soit la chance d'avoir un partenaire qui vous dit « Ok, pendant 5 ans, 6 ans, tu ne fais que de la compétition ».
Mais aussi, je le dis aux plus jeunes, c'est bien, mais ça, un jour, ça s'arrête. Ouais, donc, absolument. qu'est-ce que vous ferez derrière? Et moi, je veux faire du haut niveau toute ma carrière, en tout cas tant que je peux. Donc, j'aime bien subvenir à mes propres moyens. Donc après, le sponsoring, tout ça, c'est du plus. On parlait du bien-être animal tout à l'heure. C'est exactement la même approche par rapport au niveau. Je vais en concours, j'ai envie de gagner l'épreuve. Si le terrain ne me plaît pas ou que je sens que le cheval a besoin de courir doucement, je cours doucement. Je ne me dis pas que si je ne prends pas des gains ce week-end, comment je vais finir le mois. Ça me donne cette liberté-là. Donc ça, quelque part, à la fois, effectivement, je ne peux pas avoir un piquet de 20 chevaux de concours parce que je fais autre chose. Mais maintenant, j'en ai plus que 5 ou 6 pour moi au niveau. Mais ça me donne une liberté que je n'avais pas forcément avant quand j'avais 15 chevaux. Merci. Christelle? Merci beaucoup. Non, j'allais juste souligner que c'était la notion de rassembler, de regrouper les activités, comme le soulignait Alain Pignolet ce matin. Dans la diversification, il y a du on veut créer, puis il y a il faut. Il y a il faut aussi pour le groupe Paris Turf, on l'a compris, et ça ouvre en même temps de nouveaux horizons. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à Christelle également. Merci à vous 5. Alors on peut créer des produits, on peut créer également du contenu. On va passer à cette nouvelle étape de notre table ronde avant une nouvelle pause networking et avant la conclusion. Mais on a encore plein de choses à se dire et à comprendre, à savoir et à apprendre avec Céline qui me rejoint. Merci Céline, créateur de contenu. Alors on va être international cette fois puisque Nathan Orox va me rejoindre en scène, s'il te plaît Nathan, pour Equine Production, Sophie Marest pour Jour de Galop, Jour de Course Édition, puis Arnaud Poirier pour Francir. Merci de venir tous les trois maintenant sur scène pour également partager. Bonjour Sophie. Et je vois Arnaud arriver de l'autre côté de la scène. Et on commence, Céline, avec Nathan, qui nous vient d'Angleterre. Et on l'en remercie. Hi Nathan, thanks for coming, nice to meet you. Nathan Oroch en fait était jockey d'obstacles pendant des années et puis ensuite évidemment sa carrière s'est arrêtée comme c'est une carrière assez courte et il a constaté, vous avez constaté Nathan, que finalement la façon dont les chevaux étaient filmés ne vous convenait pas. Vous avec votre œil de jockey qui était dans les pelotons et qui sautait les gros obstacles sur les hippodromes, vous trouviez ça petit bras. Et donc vous avez décidé de lancer une entreprise qui s'appelle donc Equine Productions, qui a été créé en 2012 et qui a révolutionné, on peut dire, la façon dont les chevaux sont filmés, tous les chevaux sportifs, que ce soit de sports équestres ou de course. Expliquez-nous votre aventure. Well, thank you very much for inviting me anyway. So it's nice to be in a room full of people that love the horse and want to promote it and stuff like that. So, but first of all, when we set up Equine Productions, we felt that the promotion industry wasn't doing a very good job of it. It was probably down to budget and money. So what we wanted to do was be creative with the way we film and try and engage a younger audience and get them to enjoy the journey that we were going on. So using different camera skills, different ways of shooting, and also trying to make the sport look cool, get everybody engaged. On va peut-être pouvoir regarder des images. Vous avez amené, you bring some pictures of what you do. Ils ont amené des images de ce qu'ils font. Vous allez voir, c'est quand même assez spectaculaire la façon de filmer. Et vous allez nous expliquer, c'est des technologies qui parfois existaient déjà, mais que vous avez appliquées au cheval, parfois avec une certaine audace, parce que on n'est pas toujours habitué à avoir des voitures de travelling très très près des chevaux, mais avec eux ça passe. Regardez. Un contrat de confiance, oui. On regarde ça. Avec le son, s'il vous plaît. I talk to production companies quite a lot. And the first thing I always ask them are you used to working with horses? Okay, Brad. We're ready. Are you?
looking at people that go out and they push what is perceived to be the normal. So I thought, well, I'm going to do that with horses. This is a proper adventure. It's wonderful. Et oui, même les poneys aiment ça. Thank you. Bravo Nathan, c'est superbe, c'est même scotchant parfois ces images-là. Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire admettre? Parce que c'est assez difficile de faire admettre un entraîneur de chevaux de course, par exemple, qu'on va prendre une grosse voiture et une caméra de travelling et qu'on va être à 1 mètre de son cheval. It was very hard getting people to believe in us to begin with. We had to create visuals like this to then show them, and then we once we showed the trainers and the big brands like racecourses and people like Franz Gallo and the Jockey Club in England, once they believed in our vision, they really wanted to invest in what the aesthetic would look like, and it's been a great journey working with all these clients of ours. Donc finalement, les gens ont compris au fur et à mesure que c'était un argument pour eux, un atout de développement de leur activité également, un atout de promotion. Quels sont en fait vos clients aujourd'hui? Donc il y a notamment en France France Gallo, mais est-ce que vous travaillez en tant que journaliste finalement? Enfin, est-ce que vous produisez des émissions de télévision ou est-ce que vous produisez des publicités ou est-ce que vous faites tout ça à la fois? Our client list is very big actually. It's we've lot from studs to farms to racecourses like France Gallo, and we've also been flown down to Melbourne in Australia to work with the Melbourne Racing Club down there, and also America with the Breeders' Cup. So it's been a very exciting journey working with all these people. But our main priority is promotional work, making the sport look amazing. That's what we're trying to do. But we also work on Jockey Cam Live. It's a camera that the jockey wears on the helmet, but it's a live stream. And we're very excited that that's been going very well in England. And we're excited that we're taking it to the Breeders' Cup for the first time this year. So it's going to be exciting that the public will get to see the skill set of the horse and the rider and see what these amazing athletes actually do. Tu avais une question? Oui, en quoi êtes-vous convaincu que ça peut permettre de donner une nouvelle image du sport cheval en général? The promotional work or the jockey cam? Yep. The jockey cam. Yeah. I do, yes. We've seen onboard cameras with Formula One, rugby, football, it's POVs are very important, and the public didn't get to see the skill of the rider and the horse, and I feel as this view is going to change the way the sport is seen. On pourrait imaginer tous les jockeys d'une course avec une jockey cam en live et choisir par exemple son cheval pour dire moi j'ai joué ou je suis tout simplement fan ou les deux et suivre la course de l'intérieur. Yes, we're very close to getting that done now. At the moment, we are only transmitting one jockey, but we're working on a new system that can have up to 30 riders in a race. So can you imagine the Grand National with 30 runners? And, it's going to be amazing. Justement, le Grand National, Nathan, le Grand National, il y a une expérience incroyable avec un jockey qui a fini dans l'obstacle. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe?
Yes, it was very exciting. It was the first time we'd used Jockey Cam, and Aidan Coleman was riding in the race, and the horse unfortunately ducked out, and Aidan fell off and was under the fence. And as he's under the fence, all the horses are coming over the top of him, and you were all of a sudden experiencing what he was experiencing, and it was just amazing. But then again, we were lucky as well to have it on the winner, you know, Many Clouds, which was a great advert for us. Techniquement, mais en restant accessible au grand public, quel type de caméra un peu innovante vous utilisez? C'est-à-dire, il y a des drones, etc. Est-ce qu'il y a des choses très spéciales? Et est-ce que vous pensez, en dehors des caméras sur les jockeys en live, qu'il y a encore beaucoup de pistes à explorer? Ou est-ce que maintenant, on arrive un petit peu aux limites de la technologie, parce que vous avez déjà fait plein de choses? No, I haven't used all the technology I can use. I've got lots of stuff going on in my head. I want to use a lot more, and technology is moving so fast. It's been great to see the technology that's moving into our sport with the onboard heart rate monitors and tracking devices. It's very exciting for our world because the wider public don't get to see our world like that, and it's great to show it, and we're literally just tip of the iceberg. Une dernière question, Nathan. Je disais que vous aviez été un ancien jockey. À vous écouter comme ça, j'ai quand même envie de vous demander, vous avez fait une formation évidemment après votre métier de jockey pour en arriver à avoir cette capacité technique en matière d'image. No, it's about using skill sets, other people's skill sets. So my skill set as a horse person, you know, director, and the skill set of the cinematographers and the editors, and pulling all these great people's working together to create this stuff. I think, you know, it's a great way of showing our sport, and not just horse racing, the horse in general, and you know, long may it last. Thank you, Nathan. La force d'une équipe, donc, c'est ce qu'il nous expliquait. Absolument, merci beaucoup. On va passer de l'image maintenant à l'écrit, mais en passant toujours par le net tout de même. Tout à fait. Alors, deux médias qui sont devenus très performants et très renommés dans le monde du galop. Alors, on pourrait se dire le monde du galop, même s'il est important et vivace, il est quand même pas extensible. Et pourtant, ces deux médias très récents se sont fait une place. Alors, honneur aux femmes. Arnaud, je sais que vous êtes une grande galanterie. On va commencer par Sophie Marest, qui est donc responsable d'édition à Jour de Galop. Donc déjà, pour les gens qui ne viennent pas du monde des courses, Sophie, qu'est-ce que c'est Jour de Galop? Expliquez-nous. Jour de Galop a 10 ans cette année. On fête c'est le 3615e numéro quand même aujourd'hui. C'est un quotidien, il faut préciser. C'est un quotidien. Sur le net, mais avec une maquette qui renferme des textes et des photos. Donc en fait, si vous voulez, c'est à la fois inspiré de la presse écrite traditionnelle et de la modernité de tout ce que peut apporter le web aujourd'hui, avec justement ce fichier PDF maquetté qui est envoyé par email à tous les abonnés. Alors vous avez, on va voir à quoi ça ressemble Jour de Galop dans les slides suivantes. Oui. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui? Laissez-moi regarder. Environ. Environ 8000. Et là, 8000 abonnés actifs. Donc on peut s'abonner à titre individuel. Et puis je crois que vous avez aussi des réseaux de diffusion dans le sens où, par exemple, si on est propriétaire d'un cheval de course, on reçoit Jour de Galop grâce à des partenariats avec France Gallo, par exemple. Oui, tout à fait. On a créé des partenariats pour les socioprofessionnels du galop qui peuvent bénéficier en effet de tarifs préférentiels ou de l'abonnement s'ils sont adhérents de telle ou telle association. On a aussi des abonnements individuels, évidemment. Et après, on vit évidemment des recettes publicitaires. Alors, on parle beaucoup de création. Qu'est-ce qui fait que Jour de Galop a rempli un vide, ou en tout cas rempli une mission, ou a trouvé son public, au-delà de la qualité bien sûr de ce qui est dit? Qu'est-ce qui fait qu'un média, encore en 2007, a trouvé sa place dans notre filière cheval, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Je crois que ça vient surtout du fait d'avoir créé un média dans une ultra niche. On s'est hyper spécialisé en fait.
on a décidé de parler aux socioprofessionnels des courses au galop. Donc là, vous avez une double spécialisation. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui a pu faire de JDG ce qu'il est. Notamment, évidemment, il y a d'autres choses qui ont joué. On a choisi le digital parce que il abaisse évidemment grandement le ticket d'entrée. Aujourd'hui, un quotidien de presse écrite pour ses coûts de fabrication et de diffusion représente environ 60% de son chiffre d'affaires. Avec le digital, on comprend bien qu'on est pratiquement à 100% du chiffre d'affaires après fabrication et diffusion. Donc ça aussi, évidemment, ça a énormément joué dans le succès. Et puis, je crois que les gens aiment le côté instantané, parce que vous avez, quand il se passe quelque chose, on reçoit une notification comme une dépêche AFP, comme une alerte. Et puis le soir, par exemple, quand il y a les ventes, comme aujourd'hui à Deauville, le soir même, on a l'analyse des ventes, etc. C'est un côté. Ça nous permet évidemment d'être également très réactifs et de pouvoir donner vraiment l'information pratiquement à l'instant T. Alors vous disiez que vous vivez de la publicité essentiellement. La publicité, elle vient d'où? Donc ce sont quoi, notamment les haras, les propriétaires d'étalons expliquez-nous les success box, par exemple. Les success box. Les success box, elles sont nées en même temps que JDG. C'était vraiment à la création. En fait, dans les résultats que nous publions des courses du jour, les annonceurs, qu'ils soient entraîneurs, éleveurs, propriétaires, agences de vente, peuvent en fait insérer dans le résultat de la course une success box, un petit bandeau en disant voilà, pour se mettre en avant. Et c'est pour mettre en avant leur étalon surtout. Et puis leur élevage aussi. Oui, il y a l'entraînement aussi. Il y a pas mal d'annonceurs différents sur la nutrition également, on en a beaucoup. On a de plus en plus d'annonceurs. Aujourd'hui, on a 500 clients commerciaux. Donc c'est très divers. Alors, on parlait tout à l'heure de diversification justement avec vos prédécesseurs sur ce podium. Oui. Est-ce que vous aussi, vous y pensez et de quelle façon? On a fait plus qu'y penser. Vous l'avez réalisé, je sais. On a bien entamé le processus. En effet, le JDG fait partie d'une entreprise qui s'appelle Jour de Course Édition. Et aujourd'hui, JDG représente à peine 50% de son activité. Donc Jour de Course Édition fait beaucoup d'autres choses. On a créé une agence de communication qui s'appelle l'agence G, avec un G comme galop, qui crée des publicités, qui anime des réseaux sociaux, des sites internet, qui produit des contenus en 4 langues, français, anglais, espagnol, italien, qui fabrique des goodies, des kakémonos, voilà. En fait, aujourd'hui, on est capable d'organiser une communication de A à Z. On prend le brief, on crée le produit et on le diffuse par les bons relais. Ça, c'est une forme de diversification avec l'agence G. Là aussi parce qu'il fallait, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure avec la table ronde précédente, il faut se diversifier forcément. Est-ce que c'est un impératif économique en d'autres termes? Je pense qu'aujourd'hui c'est un impératif, oui, pour survivre. Bien sûr, pour se développer, il faut se diversifier. On est dans l'hyper-spécialisation avec Jour de Galop parce qu'on s'adresse à une cible quand même extrêmement resserrée, les socioprofessionnels du galop. Mais il faut toujours se diversifier. Et on le fait en publiant donc un quotidien numérique, en ayant une agence de communication. On a également un mensuel depuis 5 ans. Alors je parlais d'ultra niche tout à l'heure, mais là on est dans la méga ultra niche avec un mensuel, voilà, sur le pur sang arabe de course. Voilà, on a également édité en partenariat avec France Gallo le yearbook. Voilà, oui, on est super fiers de ce grand et beau livre qui retrace l'année écoulée en texte et en photo. On a permis, je pense ainsi, d'offrir à notre sport ce qui était autrefois réservé aux plus grands sports, le tennis, le foot, voilà, un grand et beau livre sur l'année écoulée en magnifiant les acteurs des courses. Alors, vous parliez de diversification. J'imagine que vous avez pensé à faire un jour l'équivalent au trot. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Je sais que ça a été dans les tuyaux. Est-ce que ça l'est toujours? Ce n'est plus envisageable à l'heure actuelle. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Voilà, je ne peux pas vous en exposer comme ça les raisons, simplement parce que moi je suis seulement responsable d'édition, mais ce n'est plus envisageable actuellement. Okay. Merci Sophie. Peut-être des questions dans la salle dans quelques instants. Avant cela, on va passer à Arnaud Poirier, ouais. France Cyr. On parle de diversification. Là, c'est plutôt dans le ton.
C'est plutôt dans le choix éditorial, c'est plutôt dans la façon de parler des chevaux en général, des hommes et des femmes de chevaux, et notamment des courses de galop. Oui, tout à fait. Il y a 2 médias sérieux, un qui est tout de même sage, et l'autre qui l'est carrément moins. La sagesse, il y a un côté un petit peu Tintin reporter. On a l'impression que vous avez fait ça aussi, cette aventure France-Cyr, pour vivre le journalisme d'une façon qui vous tentait, c'est-à-dire comme un aventurier, en faisant les sujets qui vous plaisent, avec évidemment des contraintes comme toute entreprise, mais aussi une liberté de ton et de choix de ce qui est traité. Je pars du principe que quand on est journaliste, on doit parler de ce qui nous plaît. Et si ce qui nous plaît ne rencontre pas les gens, c'est un peu comme un artiste, il faut mieux changer de métier. Donc voilà, une fois parti de ce principe-là, ça donne un peu la force qui est en nous, vous savez. Et donc ça nous permet d'avancer. Donc là, on a le temps de revoir un peu ce que c'est France-Cyr. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Après, je vous raconterai un petit peu comment j'ai créé au départ. Mais tout cela est extrêmement sérieux, je vous rassure. À la base, c'est quand même un répertoire, un catalogue d'étalons. Vous voyez, le prince Aga Khan qui nous fait confiance et bien preuve de notre sérieux. D'où le nom de France-Cyr à la base. Absolument, Sire en anglais, en étalon. Et donc, il y a aussi toute la liste des éleveurs, et ça, ce sont des grandes nouveautés, avec Alain Chopard qui est ici, et toute la liste des débourreurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand France-Cyr a été créé, à la base, c'est quelque chose d'extrêmement pointilleux, statistique. À la base, c'est pour pouvoir tout simplement retrouver tous les étalons et toutes les performances extrêmement détaillées. Vous voyez ce que c'est que là, un pédigré, je vous raconterai comment que ça peut être affreusement rébarbatif ou très très rigolo. Et vous voyez ces tableaux-là, au départ, c'est absolument imbitable. Sauf que quand on en parle et quand on en raconte les histoires et les aventures des gens qui les ont créés, comment les croisements ont été faits, évidemment, tout a été changé au dernier moment parce que le camion est tombé en panne ou je sais pas, avec un champion est né. Voilà, c'est ça en fait la vie des courses qu'on fait aussi en direct. Là, regardez, là, les ventes en direct. Là, en ce moment, on est en direct. Là, il y a une partie de l'équipe qui est en direct des ventes de Deauville. Tout à l'heure, on a eu Eric Oyo avant la vente. Là, en ce moment, c'est en train de tourner. On est en train de faire ces images-là en multicaméra. Et en commentaire, et en esthétique. Est-ce que finalement, l'une des clés de votre succès, l'une des raisons de votre succès, comme de celui du Jour de Galop, est-ce que c'est pas d'offrir du service finalement? Parce que vous avez un rôle encyclopédique, France-Cyr, qu'a aussi Jour de Galop en donnant les résultats complets des courses. Tout est complet, les concours, tout est extrêmement précis et détaillé. Sauf que moi, je pars du principe où les chevaux, voilà, tout ça est sérieux, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est mon habit de travail tous les matins avec mon associé. La reine Lisa Lopé qui était avec vous ce jour-là. Voilà, tout à fait. On fait un reportage, mais par contre, on raconte des vraies histoires à l'intérieur. C'est-à-dire que les chevaux de course, c'est quand même... Les chevaux de course, je veux dire, ça coûte des fortunes, quoi. Tout le monde dépense absolument une fortune, moi aussi d'ailleurs, dans les chevaux de course. Donc, la moindre des choses, c'est quand même de s'amuser. Alors ça, c'est pas moi, mais c'est presque moi déguisé en kirghiz, parce que là, on était au Kirghizistan en train de faire de la lutte à cheval. Ça fait partie aussi du monde des chevaux. Donc tout cela est extrêmement coûteux. Donc la moindre des choses, quand même, quand on a, vous voyez, c'est Superman revisité. Et donc tout cela, il faut s'amuser. Il faut s'amuser parce que les gens, ils ont des chevaux de course depuis 400 ans, ils dépensent des fortunes depuis 400 ans, tout simplement parce que ça leur fait plaisir. La bête est morte, là, je vous rassure, parce que ça leur fait plaisir. Donc la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir raconter des histoires qui font rêver, vous voyez, ici avec un aigle et tout ça, et puis des gens qui dansent. C'est ça les chevaux. Finalement, voilà. Vous retrouvez Nathan dans le côté mettre en lumière le cheval autrement. Bien sûr, le cheval c'est très précis, je me répète, mais très précis et détaillé, mais enfin ça fait rêver, vous voyez, c'est de la poésie. Là, on est en train de tourner au drone. Tout le monde rêve de ce genre de choses, et c'est avec les chevaux qu'on les obtient. Sauf que si on ne raconte pas ces histoires, un cheval, c'est quoi? C'est 4 pattes, 2 oreilles, un pédigré, une paire, une mère, on n'y comprend absolument rien. On parle un langage imbitable, mais une fois que vous êtes habillé en Louis XVI et que vous montrez des belles images comme ça, ou alors vous rentrez proche des gens, vous parlez vraiment aux gens avec tous les moyens techniques qui nous sont permis, ou alors vous vous envoyez en l'air par des drones, et là, tout d'un coup, vous comprenez ces types. Là, Willy Mullins, c'est un type complètement étrange, qui paraît très raisonnable. Emmanuel Clayeux, que vous avez vu tout à l'heure sur ce, il paraît tout à fait normal comme ça, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Il est complètement fou. Il est complètement fou parce que c'est ça les gens des chevaux. Je veux dire, et on parle depuis le début ce matin, on a beaucoup parlé de chiffres, de création d'entreprises. Pas que de rêves aussi. Hein. Bien sûr. On a vu des entrepreneurs avec le lait de. Oui, là cet après-midi. Mais bon, tout cela n'a intérêt que secondaire, parce que si on parle de chiffres, on se lance pas du tout dans les chevaux. Hein, je vous rassure. Et il m'a fait perdre ma question, dites donc avec. Oui, si, vous quand même, c'est très bien ce que vous me dites, mais vous vous adressez quand même à des spécialistes, vous aussi, au microcosme. C'est des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être convaincus.
de vous voir habillé en roi pour savoir que c'est génial. Est-ce que vous n'avez pas envie de parler finalement à un public plus large et de vous diversifier d'une façon qui serait plus grand public? L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'entretenez pas le rêve tous les jours, le rêve se délite. Et puis petit à petit, après, vous rêvez plus. Et puis après, petit à petit, vous mourrez comme un con avec votre pognon, quoi. Donc il faut vraiment, il faut entretenir tout ça et puis effectivement élargir. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce site internet qui au départ est un catalogue d'étalons, il y a des gens les gens qui viennent nous voir. Nous, on n'envoie pas des PDF quotidiens comme Jour de Galop. Là, le principe est un peu différent, c'est que les gens viennent nous voir. Il y a plus de 4000 personnes différentes qui viennent nous voir tous les jours, sans parler de tous les groupes Facebook avec les 13 000 followers. Donc c'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui viennent nous voir que de nombre total d'éleveurs de chevaux de course en France. On précise d'ailleurs que c'est gratuit. Hein, oui, absolument, oui, tout à fait. Absolument tout est gratuit, l'accès à toutes les informations sauf et la tout pub, le contenu est gratuit. Non, mais quand vous venez voir, quand vous venez voir le site, vous pouvez tout consulter de façon gratuite. Et où en étais-je? Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Socio-professionnels, bien sûr, mais aussi tout simplement des amateurs éclairés, des turfistes qui ont une fibre cheval, et ils sont nombreux, fort heureusement, de nombreux amateurs éclairés qui aiment tout simplement les chevaux et qui découvrent qu'à travers ce site, dans les courses, les courses ne sont pas qu'une suite de numéros au fin fond d'un PMU crado, ou alors un truc pour super méga riche de Prince du Qatar. Je peux en parler, c'est un de mes clients, voilà, on a nous aussi une clientèle qui va du petit PPA casquette qui est mon voisin à Soussel parce que j'habite à côté jusqu'à l'émir du Qatar, et tout le monde parle exactement la même langue. Hein. Vous êtes d'accord avec cela, Nathan, avec cette analyse? Yes, it's great, thank you. C'est court comme réponse, c'est bien l'anglais ça. C'est comme les cavaliers anglais, on leur dit dans ton parcours, pas mal. C'est pragmatique. Au moins c'est clair. Donc vous avez combien d'années d'existence, Arnaud, et combien d'employés maintenant, combien de Tintin reporters êtes-vous, et sur quoi est basé votre modèle économique du coup? Qu'est-ce qui vous rapporte des sous? Ah, ça c'est une question que souvent les gens me posent. On parlait un peu des sous, hein, même et si une on fois rêve. que je leur ai donné la réponse, ils comprennent pas trop comment ça marche. En fait, c'est un modèle qui est complètement nouveau. Alors déjà, ça a été créé fin 2008. Et donc ça a été créé fin 2008 avec à la base tout ce qu'on a vu vraiment au début, c'est le répertoire d'étalons, le répertoire d'éleveurs, le répertoire donc c'est un catalogue en fait, un catalogue interactif. J'ai créé ce site en 2008 parce que j'ai eu des expériences depuis très jeune. J'ai commencé à travailler très jeune, j'ai eu cette chance dans une presse écrite spécialisée que je considérais ringarde et poussiéreuse, et dans une télévision qui s'appelle Equidia, qui était passée à mon point de vue, du mauvais côté de la barrière, avec une direction qui était à mon avis complètement hors sol, et avec des moyens de production qui me rappelaient les films des années 70, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait faire autre chose pour servir à quelque chose de sa vie et servir aux courses, tout simplement, essayer d'être efficace. Je vais répondre à votre question. Ça serait bien. Ouais, et tout simplement en mettant toutes les méthodologies de l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 2008, la super période de la crise économique, tout à la poubelle, tout. Et on recommence tout. C'est-à-dire tous les mots gros mots, tous les trucs, distribution, impression, syndicat, machin, tout ça, bureau, tout ça, tout à la poubelle. Et donc on recommence tout à partir d'un principe de Tintin Reporter, c'est-à-dire qu'on ne part pas en première classe, on part avec un sac à dos et on se débrouille avec ça. À partir de ce moment-là, le modèle économique, il est beaucoup plus facile à créer. Parce que quand on part du principe où on va dépenser beaucoup moins, il est beaucoup plus simple de commencer à gagner petitement sa vie à partir du moment où on dépense beaucoup moins. Et à partir du moment où on a une toute petite marge et qu'on met toute cette mini-marge, j'ai eu la chance dès mon premier bilan, on a gagné des sous, pas beaucoup, mais un peu. Et on met tout dans le pot, après c'est assez aisé finalement de se développer tout en conservant un esprit. Et aujourd'hui, on est 8 à France-Cyr. On a un bureau, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai acheté un bar en fait pour faire bureau, donc du coup ça passe un peu mieux, et on a surtout beaucoup de voitures et beaucoup de sacs à dos, et ça c'est vraiment l'essentiel. Et quand même vous êtes capable de payer 8 salaires, ce qui est quand même pas non plus négligeable. Ah non mais ça marche très bien, je vous rassure, je me plains vraiment pas. Non mais c'est comme quoi on peut être indépendant, rêveur et insolent et Tintin reporter, oui. et faire marcher une boîte aussi. Donc absolument. Là quand même 3 exemples intéressants, Fabien et modernes. Nathan qui vient du nord de l'Angleterre, qu'on a vu depuis tout à l'heure, il ouvre des yeux comme ça en écoutant Arnaud, c'est sympa. Avez-vous des questions dans la salle pour comprendre un peu mieux les recettes de ces créateurs de contenu définitivement différents? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez les interroger? C'est votre moment, je ne vous vois pas très bien.
Je vais me rapprocher. Si on peut m'aider avec les lumières, ce serait super. Oui. Rodolphe, que je reconnais quand même. Il est au 2e rang. Rodolphe Scherer. Il y aura un monsieur au 2e rang à gauche après. Très bien. Ah. Je l'ai aperçu. Juste une question, je vais la faire en français et traduiront en anglais. Pour les images, là, juste une question, c'est formidable. Quand est-ce que vous venez filmer du concours complet? et en plus, est-ce que justement vous diversifiez? Est-ce que quand on est particulier, on peut vous demander de faire des images? Et est-ce que vous allez sur d'autres sports équestres? J'ai aperçu un petit peu. Mais vraiment, je pense que moi qui vais partout, les images, ça fait rêver. Short answer, please, Nathan. Et vous avez la possibilité de vous voir après, apparemment, si j'ai bien compris. Yes, I would love to get into more eventing. I think eventing is an incredible sport, especially the distance that these horses travel. But it's definitely something I want to get into more of. Yeah, definitely. Et c'est le moment, en effet, pourquoi pas, de se rencontrer et discuter. Donc, monsieur avait une question au 4e rang, juste ici, si vous voulez bien. Et faites-moi signe si vous avez d'autres questions. Pour Sophie, oui, là-haut. Sophie ou pour Arnaud? Bonjour, Johan Di Stefano. Je voudrais juste poser une question et avoir confirmation auprès du créateur de France Cyr. C'est pour faire le lien un peu avec tout ce qu'on disait ce matin. Ce matin, on a vu toute la partie études, la partie analyse, chiffres, et il y avait le fameux go, no go. Quand on vous écoute, ce qui est vraiment important, à mon sens, c'est le porteur du projet. Et à la fin, vous allez me confirmer, je pense, que même si on a une idée et qu'on a tous les no-go du monde, il y a un moment où on arrive, et vous en êtes la preuve, à mettre en avant cette idée et avec des petits moyens commencer humblement et aller au bout de son envie. Oui, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Ce matin, il y avait un intervenant qui disait qu'il n'était pas du milieu des chevaux, donc il avait eu besoin de prendre beaucoup de conseils. Moi, j'ai la quand même. Et bien évidemment, quand on crée une telle entreprise, il ne faut écouter absolument aucun conseil. Rien, je veux dire, rien. Parce que de toute façon, tous les gens qui vous disent des choses, soit c'est des gens qui ont réussi et donc du coup ils vous disent pas comment il faut faire, soit c'est des gens qui ont raté leur vie, quoi. Je veux dire, donc ils vous disent qu'il faut pas faire les choses comme ça et qu'il faut les faire autrement. Donc bien évidemment, je n'ai jamais eu aucun maître à penser et tous les gens qui m'ont donné des conseils, j'aurais dit merci monsieur, payez-moi une bière, ça sera plus efficace. Donc et mon comptable, qui est un très bon ami de Serre France évidemment, puisqu'on en a eu des, moi je l'écoute pas du tout. Pas plus que mon banquier ou qui que ce soit. Mais à partir du moment où on a confiance en soi et on sait ce qu'on raconte et qu'on rencontre son public, il n'y a aucun problème, je veux dire. Quand vous travaillez beaucoup, vous avez une force de travail très importante, vous savez payer des coûts à votre personnel et vous avez un petit peu de jugeote et vous connaissez votre boulot, à la fin, ça marche, quoi. On peut savoir votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Ouais, on dépasse 1 million et quelques euros, ouais. Et Sophie, même question pour Jean Degalou, quel est le chiffre d'affaires et combien d'employés? Je ne vous l'ai pas demandé tout à l'heure. 22 collaborateurs permanents et 2 millions. Pas mal quand même. Et du coup, Nathan, parce qu'on n'a pas demandé. Oui, Nathan, combien de collaborateurs et quel chiffre d'affaires? 9 staff and I have no idea how much revenue. Ça, c'est bien les Anglais, ça. On voit qu'on a les rêveurs des deux côtés, là. Ok, il y avait une autre question tout là-haut. Madame. Bonjour, Marta Kubicka-Hugo, Master of Equine Science and Business. So, great thanks, Nathan, for this stunning video and for all those stunning supports. It's rather a comment than a question, and I think that is very important, the visual impact that the horses may give. And we don't need to speak the same language, but what you are showing is the emotion, and that's what the horse sector needs, I think, for the future. So looking forward for this. Thank you. Alors, c'était pas une question, c'était un compliment. C'est Puis un long. Non, c'était un compliment, oui. Oui, voilà. Félicitations. Merci. Féliciter Nathan pour son travail et sa façon de montrer le cheval, qui est en effet pas commune et qui est, selon cette dame, ce dont on a besoin, ce dont on ne doute pas d'ailleurs. Rien de commun chez ces trois-là, rien de commun dans ces maisons-là. D'autres remarques, pourquoi pas, déclarations? Enflammons-nous, puisqu'on a du spectacle avec Arnaud. D'autres questions? Oui, tout près. Excusez-moi, on vous voit assez mal. Allez-y. Si le micro est ouvert. C'est le même micro que précédemment. Ah, ça y est.
Toujours pas, non. Si, ça y est, merci madame. Anne de Sainte-Marie. Non, simplement, quelles sont la nature des recettes en fait dans le 1 million de chiffre d'affaires? On n'a pas bien compris sur le modèle de France Cyr. C'est normal ça. Ça, faut pas... Trafic illicite en tout genre. Voilà tout ce qu'on met dans le fond des voitures. Non, blague mise à part, non, c'est alors assez peu publicitaire finalement. C'est ça qui est un petit peu la particularité. C'est-à-dire que une fois de plus, c'est un média qui est complètement à part et qui s'est créé sur un champ, pas de ruine du tout, mais un champ vide, totalement vide et sans aucune référence. Et donc, en fait, c'est un média qui ne vit pas de la publicité qu'on met à l'intérieur des médias. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a une double recette, c'est la partie médiatique et la partie production. Parce qu'en fait, la partie médiatique va avec le catalogue d'étalons. Autant l'accès, bien sûr, à ces informations est gratuit, autant les propriétaires des étalons, ainsi que les éleveurs, ainsi que les débourreurs, de façon... Ils payent un abonnement annuel pour que nous, on donne à tout le public les informations les concernant, les gagnants tous les jours, leurs gagnants tous les jours dans le monde, etc. etc. Donc ça, c'est une partie des recettes, c'est les souscriptions, pas pour lire, mais pour se montrer. Donc ça, c'est une forme de publicité quelque part, mais pas une publicité agressive. Et d'autre part, c'est la production TV. On fait beaucoup de production TV. Là, je vous dis, là, par exemple, toutes les ventes, on est payé pour faire de la production TV des ventes. On met plusieurs caméras, des commentateurs, etc. On fait toutes les ventes en France, tous les concours également en France. On fait des concours également à l'étranger. Et puis les films au drone. On fait beaucoup de production un petit peu. Et là, c'est un point commun avec notre ami Nathan. On fait énormément de production avec des moyens ultra modernes, techniques, etc. Et ça, tout cela est payant. C'est une source de revenus, à peu près la moitié. Avant la prochaine pause, encore une ou deux questions rapides, si vous voulez bien, avec des réponses rapides. Monsieur au centre. Ah, c'est une table ronde qui fait parler. Et si vous voulez bien, ce sera soit la dernière, soit l'avant-dernière. Juste ici, voilà. Alors, d'abord, une remarque. Le modèle économique de France Cyr, je pense qu'on peut le comprendre en lisant le livre de Jean Tirole, L'économie du bien commun. La deuxième, qui est une question alors pour le coup, comment vous deux, c'est-à-dire France Cyr et Jour de Galop, conservez-vous vos écrits, enfin ce qu'on peut appeler des écrits, pour les générations futures? Le Claude ? Auriez-vous la gentillesse de juste vous présenter comme chaque intervenant l'a fait? Pardon. Yves Dandigné, ingénieur à la retraite. Merci, monsieur Dandigné. Et passionné de chevaux depuis 70 ans. Parfait. C'est le but aussi, c'est d'échanger tous et de se connecter. Sophie, Arnaud a dit le cloud. Oui, de la même manière, toutes nos archives sont numérisées et voilà, sur le cloud. Alors, je vais plus loin dans la question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rôle pour l'avenir et pour la mémoire des courses, on la va mémoire dire. des courses, une autre mémoire que le chiffre, oui. En toute humilité, Arnaud, Ah évidemment. oui, c'est vraiment pas une qualité que je peux revendiquer. Donc oui, alors déjà tout est archivé effectivement dans le cloud, c'est-à-dire que depuis la première ligne avec les moteurs de recherche, tout ça sur France Cyr, tout est posté et toutes les vidéos et toutes les photos ad vitam à aeternam. Et quand on sert à quelque chose, ouais, dimanche dernier j'étais à Nuit-sur-Vicoin, on faisait du drone à Nuit-sur-Vicoin. Nuit-Coin-Coin, il faut absolument y aller, c'est top. Il y avait 3000 personnes, c'est-à-dire à peu près 3000 fois plus qu'à Auteuil le même jour. Et donc, évidemment, je vais boire une bière, et puis dans la buvette, et puis il y a un gars qui m'a côté, qui buvait une bière aussi, qui me dit ah, c'est bien ce que vous faites. Ah, je dis ah bon, qu'est-ce qui vous plaît? Oh, tout, je viens vous voir tous les jours. Ah, je dis ça, c'est chouette, et qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi ça vous plaît? Parce que vous êtes proche des gens. Bah voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, vous êtes proche des gens. Voilà, et ce type-là, je ne sais pas qui c'est, mais on lui parlait de son voisin comme de l'émir du Qatar, sur le même ton, ou le grand propriétaire japonais, et ça, il y a accès, le gars, quoi. Dernière question. Eh bien, merci. Merci à tous. Thank you very much, Nathan. Merci à vous. Merci pour cette séquence créateur de contenu. Merci Céline. Une nouvelle pause, une dernière pause, et on conclura cette belle journée des 4e assises de la filière équine avec 4 intervenants. Et là, ce sera eh bien justement une projection vers l'avenir, créateur d'avenir. Et puis n'oubliez pas que demain, tout près d'ici, débute le Mondial du Lion. Quelques images.
Et pendant les images, je vous rappelle que les casques sont à rendre également. N'oubliez pas de rendre les casques, même si vous en avez encore besoin pour la prochaine séquence. Merci.